À la une ce samedi, modification du bureau de la Commission électorale indépendante CEI. Il compte 3 membres de plus, dont un 4e vice-président et 2 secrétaires généraux adjoints. Le projet de loi relatif à cette modification a été adopté par l'Assemblée nationale. Un nouveau projet sur la libre circulation des personnes en Afrique de l'Ouest est en cours d'élaboration. Il est piloté par la CEDEAO avec l'appui de l'Organisation internationale du travail et du Centre international pour le développement des politiques migratoires. L'État ivoirien veut mobiliser 86 milliards de francs CFA pour relancer et développer le secteur des PME. C'est un des points principaux du plan Phoenix initié par le ministère de tutelle. Et puis côté sport football, les éléphantes de Côte d'Ivoire qualifiées pour les demi-finales de la CAN féminine après un match nul face à la Zambie. Bonjour et merci de nous rejoindre pour ce nouveau journal sur RTI 1. Un communiqué du gouvernement ouvre cette édition. Suite à la décision de la République du Ghana de recourir à un arbitrage international pour la délimitation de la frontière maritime entre le Ghana et la Côte d'Ivoire, le gouvernement ivoirien a adressé ce vendredi 17 octobre 2014 une réponse à cette notification à l'agent du Ghana et aux représentations diplomatiques du Ghana en Côte d'Ivoire et aussi auprès des Nations Unies à New York. La République de Côte d'Ivoire a procédé par la même occasion à la nomination du juge Roni Abraham en qualité de juge principal pour la partie ivoirienne. 3 membres de plus, dont un 4e vice-président et 2 secrétaires généraux adjoints. C'est la nouvelle composition de la Commission électorale indépendante CEI, présentée par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Le projet de loi relatif à cette modification a été adopté par l'Assemblée nationale. Léon Pro. Il maintient à 17 l'effectif de la commission centrale et fait passer de 6 à 9 les membres du bureau de la commission électorale indépendante CEI. Le projet de loi pour modifier la composition de l'organe en charge des élections crée 3 nouveaux postes, un 4e vice-président et 2 secrétaires généraux adjoints au bureau de la CEI. Face à la Commission des affaires générales et institutionnelles de l'Assemblée nationale pour obtenir l'aval des députés, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, a expliqué que cette modification est le fruit du dialogue politique entre l'opposition et le gouvernement et d'ajouter qu'elle vise à créer l'équilibre tant recherché par l'opposition au sein du bureau pour ainsi aboutir à une CEI consensuelle. Le président de la République attache du prix à la participation de tous au processus électoral et vous avez été témoin des réclames un peu de l'opposition. Cette modification devrait permettre de faire participer tout le monde, d'abord au sein du présidium de la CEI, c'est-à-dire les présidents et les 4 vice-présidents. Tous les courants pourraient être représentés et donc ce bureau plus équilibré devrait permettre donc la participation de toute l'opposition à la commission électorale indépendante. L'examen en commission de cette autre modification de la composition de l'institution n'aura duré qu'1 heure et demie, le temps pour les députés de s'assurer qu'elle présente les garanties d'un retour de l'opposition à la CEI. Reste maintenant le vote de ce projet de loi en plénière pour espérer des élections libres, ouvertes, participatives et apaisées en 2015. Journée portes ouvertes au ministère de la fonction publique et de la réforme administrative. Il s'agit de faire connaître les réformes à mettre en œuvre, notamment sur la mise en place d'un système de gestion intégré des fonctionnaires et agents de l'État et aussi sur la création d'un portail qui va faciliter les démarches administratives. Adama Kamagate, Gabriel Zani. Comment avoir une administration publique moderne et compétente et surtout une administration publique en parfaite synergie avec ses agents? C'est tout l'intérêt de ces journées portes ouvertes lancées ce jeudi 16 octobre au ministère de la fonction publique. Pour ce faire, de nombreuses initiatives ont été prises par le ministère de la fonction publique et de la réforme administrative. La mise en place du système intégré de gestion des fonctionnaires et agents de l'État, qui est un outil privilégié de gestion des ressources humaines de l'État et qui permet aujourd'hui de gérer tous les actes concernant la carrière des fonctionnaires avec efficacité et célérité pour le plus grand bonheur de nos concitoyens.
À côté de ce système intégré de gestion des fonctionnaires et agents de l'État permettant d'assurer une gestion de proximité, de maîtriser les effectifs et la masse salariale, d'autres réformes sont en voie de réalisation. Avec cet outil, il n'est pas obligé de venir à Abidjan, il peut s'arrêter à Danané ou à Mans, ce qui fait déjà un pas vers le gain de temps, parce que la permission pour aller à Danané, peut-être ça sera un jour, alors que la permission pour venir à Abidjan, ça va être 3 jours. Donc l'État gagne et lui-même, il gagne. Des agents fondent beaucoup d'espoir sur ces réformes qui ouvrent un cadre d'échange avec les partenaires au développement. Nous avons eu une présence assez importante des fonctionnaires et de tous les partenaires du ministère. Nous sommes dans l'ensemble satisfaits des résultats que nous avons obtenus cette journée. L'infirmerie et la cantine du ministère ont été inaugurées au cours de ces rencontres d'échange. Ces journées démarrées jeudi prendront fin ce samedi 18 octobre où 500 fonctionnaires et agents de l'État seront décorés. Il aurait eu 109 ans aujourd'hui. Ce 18 octobre marque l'anniversaire de la naissance du premier président de la République de Côte d'Ivoire. Félix Houphouët-Boigny a dirigé le pays de 1960, date de son accession à l'indépendance, à 1993, année de sa mort. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique accorde un nouveau délai aux étudiants non inscrits pour l'année académique 2013-2014. L'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody a pris des dispositions pour recevoir ses étudiants du 20 octobre au 21 novembre prochain. Konaté Moussa, Grace Kando. Un autre délai accordé aux étudiants retardataires pour les inscriptions 2013-2014 à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Les étudiants retardataires sont invités à s'inscrire obligatoirement du 20 octobre au 21 novembre 2014. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique est formel. Passé ce délai, aucune autre date ne sera fixée pour les inscriptions à l'université Félix Houphouët-Boigny. Les délégués généraux des UFR satisfaits de la décision du ministère appellent leurs camarades à venir s'inscrire. Nous invitons donc tous les étudiants à respecter ce délai. À cet effet, tous les services seront ouverts. Les étudiants retardataires ont donc 1 mois pour remplir les formalités d'inscription et demeurer dans l'effectif des étudiants de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Rappelons que les dernières inscriptions avaient pris fin le 29 août dernier. Une autre date importante, c'est ce samedi 18 octobre que démarre à Paris la première étape du lancement du programme présidentiel de production de logements sociaux destiné à la diaspora de Côte d'Ivoire en Europe. Quelle est la procédure de dédouanement en vigueur au bureau scanner des douanes ivoiriennes? Comment se fait le contrôle? Le chef du bureau scanner Côte d'Ivoire a expliqué tous les contours de cette activité douanière dans ce reportage signé Ali Diarassoua. Incursion ce mercredi au cœur du bureau scanner Côte d'Ivoire, un département des douanes ivoiriennes qui a pour vocation d'optimiser le recouvrement des finances de l'État ivoirien en zone portuaire. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Au titre de l'année 2014, du 1er janvier à la date du 30 septembre, le bureau scanner a permis de recouvrer à lui seul 2,157 milliards de francs CFA de droits compromis, ce qui représente des frais qui auraient pu échapper aux recettes douanières. En droits et taxes, les performances du bureau scanner dirigé par le commandant Diabaté sont tout aussi dynamiques. Comme performance, pour le mois de septembre uniquement, nous avons pu recouvrer en droits et taxes 17 milliards de francs CFA. Nous procédons, n'est-ce pas, à recouvrer les droits de l'État de Côte d'Ivoire. Notre rôle ici, n'est-ce pas, est de soigner les intérêts du trésor public, des recettes de l'État de Côte d'Ivoire. Le scanner, c'est en fait cet appareil à rayon X dont la technologie permet de scruter et balayer du regard les conteneurs suspects passibles de contrôle. Le but ultime est d'intercepter toute présence de marchandises dissimulées non déclarées aux douanes ivoiriennes à travers une cellule imagerie qui contrôle virtuellement le contenu des conteneurs. 2 minutes en moyenne suffisent pour scanner 2 conteneurs de 40 pieds. Le bureau scanner d'Abidjan allie exigence dans le recouvrement des recettes douanières et satisfaction
des opérateurs. Nous, à notre niveau, nous n'avons pas de problème au niveau du scanner. Parce que lorsque un conteneur qui passe au scanner et qui est déjà visualisé par la douane, pour un non suspect, le client est en possession de sa marchandise. Ça fait un premier point. Et ça nous permet aussi de faire évacuer rapidement les conteneurs qui sont à notre charge. Le bureau scanner Côte d'Ivoire est exploité de façon conjointe avec le BIVAC Bureau Veritas pour une durée de 15 ans. L'État de Côte d'Ivoire à la recherche de 86 milliards de francs CFA pour la relance et le développement des PME. Cette somme doit servir à la création ou au retour dans le formel de 50 000 à 60 000 PME et c'est l'un des objectifs du programme Félix. Il est initié par le ministère du Commerce, de l'Artisanat et des PME. C'est un reportage de Francis Boifon. Le programme FENIS, encore appelé Stratégie de développement des petites et moyennes entreprises PME, présenté aux bailleurs de fonds, s'articule autour de 4 piliers stratégiques. Il s'agit de l'accès au financement et au marché, de l'amélioration de l'environnement des affaires, du renforcement des capacités des managers et du développement d'une véritable culture entrepreneuriale. Pour la mise en œuvre de ce programme devant aider les PME à augmenter leur contribution au produit intérieur brut national qui se situe entre 18 et 20%, l'État est à la recherche de financement. C'est un programme qui s'inscrit dans la durée. Donc aujourd'hui, qui a un budget de 86 milliards de francs CFA, mais c'est un budget indicatif, sachant bien que l'amélioration des conditions des PME est un programme continu, qui j'espère va se déployer sur les 5 prochaines années afin que l'on puisse se rapprocher de ce qui se passe dans les pays développés. Rendre les PME compétitives dans un environnement concurrentiel en Côte d'Ivoire, les banques nationales adhèrent au projet. Nous avons bien compris le message des autorités, donc nous nous inscrivons dans cette dynamique pour qu'au cours des mois à venir, le niveau du financement des banques commerciales ou PME-PMI continue de s'améliorer, mais avec l'implication de tous les acteurs. Si les 50 mesures que comporte la stratégie de développement des PME sont exécutées, le programme FENIS va créer entre 300 000 et 400 000 emplois d'ici à 2020. Deuxième journée des Assises nationales de promotion des PME. Elle a été marquée par la présentation de l'offre tarifaire de la RTI aux petites et moyennes entreprises. Elle est baptisée RTI pour tous. Adama Koné. La radiodiffusion-télévision ivoirienne se rapproche des petites et moyennes entreprises. Un service spécialisé de communication baptisé RTI pour tous leur est offert. Les raisons sont d'ordre stratégique et de portée nationale. L'État de Côte d'Ivoire parle de l'émergence à l'horizon 2020. C'est un projet qui est considéré par tous ce qui est institution de l'État et la RTI s'inscrit pleinement dans ce schéma. Et pour ce faire, nous avons donc pensé à une offre spéciale dédiée aux PME parce que ça va être les PME qu'une nation se bâtit. Très clairement, il est question de donner du relief aux activités des PME en leur ouvrant grandement les portes des consommateurs. Aujourd'hui, nous avons commencé avec une offre à 490 000 pour les PME, mais pas pour un spot, mais pour plusieurs spots. Par exemple, vous aurez 3 spots sur RTI 1, 5 spots sur RTI 2 et 6 spots soit sur Radio Côte d'Ivoire, soit sur Fréquence. Et ce n'est pas tout. Les offres sont susceptibles d'évolution. En fonction de, en fonction des résultats, on verra comment rééquilibrer encore les prix. Avec ces différents produits, la Fédération ivoirienne des PME réagit automatiquement. Vous savez que les PME n'ont pas assez de moyens et en faisant cette offre, vous donnez l'opportunité à tout le monde de se reconnaître. Et c'est en cela que la FIPME adhère à ce nouveau programme, à cette grille de tarification. Et nous remercions la RTI qui est vraiment un partenaire pour la FIPME. Les premières journées de promotion des PME, dans le cadre desquelles l'offre de la RTI a été présentée aux chefs d'entreprise, s'achèvent ce samedi 18 octobre 2014 à Abidjan.
Direction Adzopé, où le ministère de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant a célébré les acteurs des coopératives. Il a été question de reconnaître leurs mérites, de les inviter à préserver le développement de leur secteur d'activité et surtout à faire preuve de professionnalisme. Ami Sissoko. Dans le monde entier, environ 1 milliard de femmes et d'hommes sont membres de coopératives. En Côte d'Ivoire, les femmes constituent la majorité des salariés du secteur associatif. Elles représentent 70% de la main-d'œuvre sur 1 300 000 emplois selon les statistiques de la chaire d'études coopératives. La coopérative a été créée pendant la crise et on ne pouvait pas rester sans nourrir la population. L'union fait la force. Voilà. C'est pour que nous mettions nos produits ensemble. Avec l'union, la commercialisation est plus facile. La première édition de la Journée internationale des coopératives en Côte d'Ivoire est célébrée autour du thème « La coopérative, outil d'autonomisation économique de la femme pour sa contribution à l'émergence de la Côte d'Ivoire ». Cette journée vise à reconnaître l'importance des coopératives. Le ministre des Infrastructures économiques, Patrick Hachi, parrain de la cérémonie, a rendu hommage à ces femmes de coopératives. Toute la société, à sa base, dans nos milieux ruraux, repose sur les femmes. Si il y a quelque chose que je dois faire avant tout pour permettre aux populations de générer des revenus, je vais commencer par les femmes. Parce que je suis sûr que tout ce qu'elles vont gagner va rentrer dans la famille. Le ministre de la Solidarité, de la Famille et de l'Enfant, Anne Désiré Ouloto, a souligné le rôle prépondérant des coopératives. Les coopératives sont de véritables moteurs de croissance économique qui, par la souplesse et le dynamisme de leur mode de production, de commercialisation et de prestation de services, participent incontestablement de l'édification d'une économie durable. Anne Désiré Ouloto a offert des pulvérisateurs, des motopompes, des brouettes entre autres aux femmes. Ce don estimé à plus de 25 millions de francs CFA va permettre à 64 coopératives de la région de la Mai d'être plus efficaces. L'Assemblée des districts et régions de Côte d'Ivoire forme ses membres. Il s'agit principalement de leur apprendre les nouvelles techniques internationales de négociation ou d'intervention des projets destinés au public. Francis Boifo. À des interventions destinées à influencer directement ou indirectement l'élaboration, l'application ou l'interprétation de mesures législatives, normes, règlements et plus généralement, toute intervention ou décision des pouvoirs publics, c'est faire du lobbying. Pour les élus locaux, le lobbying consiste par exemple à présenter, défendre et convaincre des partenaires, des bailleurs de fonds, à soutenir ou financer un projet lors des rencontres internationales. Un exercice difficile dans la mesure où l'activité de lobbyiste repose sur des critères. Compétence, avoir un réseau très puissant, être un homme discret, respecter le système de valeurs, avoir un degré de moralité inouï, un réseau au plan national, international et tenir compte du réseautage qu'on a dès la petite enfance. Les clubs services, les associations professionnelles, les associations internationales. C'est pour s'approprier les techniques du lobbying que l'Assemblée des districts et régions de Côte d'Ivoire a initié cette formation au bénéfice de ses membres. La RDCI est une nouvelle structure. Elle a un partenariat avec l'Association des régions françaises. Elle a intégré l'Association internationale des régions francophones. Et la semaine dernière, à Paris, elle a intégré l'Association des régions pour le climat. Et il est important que les présidents de régions et les cadres puissent véhiculer l'image positive des régions à l'extérieur. Par cette formation sur le lobbying, le président de l'Assemblée des districts et régions de Côte d'Ivoire, Jano Kouadio Aoussou, entend impulser un nouveau dynamisme au management des collectivités pour le bonheur des populations. 2 morts et plus d'une vingtaine de sinistrés, c'est le bilan d'un incendie survenu le samedi 11 octobre dernier à Yopougon. Les premiers responsables de la commune sont allés apporter leur soutien aux familles des victimes. Koné Pargasoro. La population du quartier de Kouré dans la commune de Yopougon
ont été surprises dans la nuit du samedi 11 octobre au dimanche 12 octobre par un incendie. Une cour commune entièrement ravagée par les flammes. Bilan, 2 morts, une vingtaine de sans-abri et de nombreux dégâts matériels. Face à ce drame, le maire de la commune de Yopougon, Gilbert Kafana-Koné, en mission à l'extérieur du pays, a dépêché une délégation auprès des familles des victimes. Conduite par Koulibaly Issoufou, premier adjoint au maire de la commune, la délégation s'est rendue sur le lieu de l'incendie avant d'apporter le réconfort de la municipalité aux victimes de ce sinistre. Il nous a signalé 2 décès, il nous a instruit de prendre en charge ce qui est frais funéraires relatifs à ces décès-là. Donc c'est selon l'instruction du ministre d'État, député maire de la commune de Yopougon, que nous sommes là aujourd'hui pour exprimer toute la solidarité, toute la compassion d'Albéry à l'endroit de la population sinistrée. La somme de 400 000 francs CFA, en plus des frais de la conservation des corps à la mort du CHU de Yopougon, a été remise à la famille des personnes décédées et une enveloppe d'1 million de francs CFA à l'ensemble des victimes pour faire face aux urgences. Koulibaly Issoufou, premier adjoint au maire de Yopougon, a, au nom du maire de la commune Gilbert Kafana-Koné, présenté les condoléances de l'ensemble de la municipalité aux parents des victimes décédées et un prompt rétablissement aux blessés de ces drames. Le réseau africain pour la communication gouvernementale apporte son appui au ministère des Eaux et Forêts dans la lutte contre la déforestation. Il propose de mettre en place une stratégie pour susciter l'adhésion des populations au programme mis en place par le ministère. Le reportage de Serge Coléa. La forêt ivoirienne a considérablement été victime de déforestation en moins de 40 ans. Elle est passée de plus de 16 millions d'hectares en 1963 à quelques 1 900 000 hectares aujourd'hui. Le rythme accéléré de destruction des forêts ivoiriennes a atteint une moyenne d'environ 200 000 hectares par an. Le ministère des Eaux et Forêts veut accentuer le combat contre la déforestation. Avec le soutien du RAS Côte d'Ivoire, le réseau africain pour la communication environnementale, le ministère entend sensibiliser les populations en les amenant à éviter les feux de brousse, l'exploitation abusive des forêts et les cultures sur brûlis pratiquées dans les forêts. Le président du réseau africain pour la communication environnementale, David Mobio, et les membres de son organisation se sont engagés à s'impliquer dans toutes les actions de sensibilisation sur la protection des forêts. Le réseau africain pour la communication environnementale a profité de cette rencontre avec le ministre des Eaux et Forêts, Babo Daré, pour présenter ses activités. Le RAS Côte d'Ivoire, a indiqué David Mobio, a pour mission d'informer, sensibiliser par les médias et autres moyens de communication les gouvernants, le secteur privé, les établissements publics, les partenaires au développement et la population sur la gestion de l'environnement. Le RAS Côte d'Ivoire conçoit, monte et réalise des projets d'action sur le terrain liés à la salubrité, à l'hygiène, à la santé, à l'assainissement, à l'eau et à la gestion des ressources naturelles et au développement durable. De faux produits sanitaires vendus aux paysans sous le label du Conseil Café Cacao. C'est à Soubré, zone sud-ouest de la Côte d'Ivoire. Les faussaires ont finalement été mis aux arrêts après avoir longtemps berné les paysans. Eugène Atoubé. Combien de victimes innocentes peut-on dénombrer aujourd'hui dans le milieu de la cacaoculture dans la région de Soubré? Difficile de donner un chiffre exact. Tout est parti d'une perquisition au domicile de Kissi Kwadjo Blaise, où les policiers, grâce à un informateur, ont découvert et mis la main sur 8 cartons contenant chacun 12 boîtes de produits phytosanitaires qu'ils s'apprêtaient à évacuer sur le marché. Selon ses propres aveux, ils fabriquaient à domicile de faux produits, des pesticides et des fongicides ne contenant aucune matière active et nocifs pour les plants de cacao, qui le coulaient tranquillement sur le marché, sous le label Conseil Café Cacao. Difficile à première vue de distinguer ces produits phytosanitaires contrefaits des vrais produits distribués par le Conseil Café Cacao à chaque campagne. La structure, à travers la délégation régionale de Soubré, a aussitôt porté plainte pour utilisation frauduleuse de son image, faux et usage de faux et vente de produits phytosanitaires non homologués. Sylvie Seydou, délégué régional du Conseil Café Cacao de Soubré, révèle que 120 000 hectares de produits phytosanitaires ont été distribués cette année au bénéfice
de 60 000 producteurs pour un effectif total de 800 000 postulants. Vu la cherté de ces produits, dont l'utilisation participe de la qualité de la fève de cacao, beaucoup de producteurs s'en procurent sur le marché à moindre coût, pensant faire une bonne affaire, hélas. Un nouveau plan de sécurisation bientôt mis en place pour les régions de la Nawa, du Boclé et de San Pedro. La gendarmerie nationale entend éradiquer les attaques sur les axes routiers et permettre aux populations de vaquer à leurs occupations en toute sécurité. Abou Sanogo. Depuis l'ouverture de la campagne Café-Cacao, le phénomène de coupeurs de route connaît une expansion particulière dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire, notamment dans les régions de San Pedro, de la Nawa et du Boclé. Face à ces individus qui sèment le désarroi parmi les opérateurs économiques de cette filière, surtout dans la zone de Soubré, le commandant supérieur de la gendarmerie nationale est monté au créneau. Les commandants de légions, d'escadrons, de compagnies, de brigades et du groupe de sécurité portuaire de San Pedro étaient tous présents à cette rencontre. Au cours de cette séance de travail, c'est un état des lieux de la situation sécuritaire de ces régions qui a été effectué. Axes criminogènes, dispositifs sécuritaires, tout est passé au peigne fin. Objectif, créer l'insécurité chez les coupeurs de route. À l'issue, c'est un nouveau plan de sécurisation de la zone qui a été adopté, avec notamment le renforcement et la réarticulation des dispositifs existants. Aussi, pour permettre à ce nouveau dispositif d'avoir les résultats escomptés, le commandant supérieur de la gendarmerie nationale souhaite-t-il avoir l'adhésion des populations. Demandons à la population de nous aider à travers les informations pour nous permettre d'être beaucoup plus efficaces et pour nous permettre d'être au plus près de ces populations. Ces nouvelles mesures permettront sans nul doute de juguler le phénomène des coupeurs de route, rétablir la quiétude au sein des populations et favoriser l'activité économique dans le district du Bassa-Sandra. Un projet pour la libre circulation des personnes en Afrique de l'Ouest est en cours d'élaboration. Il est piloté par la CEDEAO, l'Organisation internationale du travail et aussi par le Centre international pour le développement des politiques migratoires. Des explications avec Kader Ouattara et Léon Brou. En 4 ans, de 2014 à 2018, des actions majeures seront menées pour la libre circulation des personnes et la migration en Mauritanie et dans l'espace CEDEAO, entendez Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Au plan régional, par exemple, amélioration des compétences de la CEDEAO en gestion des frontières et données sur la migration, ainsi que la traite des êtres humains. C'est à travers le projet Libre Circulation et Migration en Afrique de l'Ouest pour pallier les difficultés de déplacement et d'installation des personnes dans les États membres de la CEDEAO et en Mauritanie. Les questions migratoires et le développement de la sous-région à travers la libre circulation et la migration a toujours été une thématique qui est très importante. Ce protocole doit pouvoir être mis à disposition de la population et doit pouvoir permettre la facilitation de la circulation des personnes dans la sous-région, que toutes les personnes puissent connaître leurs droits et leurs obligations. C'est un projet transversal qui touche beaucoup d'aspects, notamment la traite des personnes, la protection des enfants, les droits et les obligations des travailleurs migrants. Ce projet essentiellement cible à 3 niveaux. Il s'agirait beaucoup plus de mettre en place un système de gestion des données de migration, de renforcer la capacité nationale pour mettre en place les politiques migratoires et aussi développer et adopter la politique migratoire nationale. Pour les locaux, c'est-à-dire les sociétés civiles, pour eux, ils sont plus ou moins responsables pour la mise en œuvre de ces politiques élaborées au niveau régional et national. Le projet Libre Circulation et Migration en Afrique de l'Ouest est initié conjointement par la CEDEAO, l'Organisation internationale du travail et le Centre international pour le développement des politiques migratoires. Il est financé à hauteur de 17 milliards de francs CFA par l'Union européenne et mis en œuvre par l'OIM, l'Organisation internationale pour les migrations. L'équipe féminine ivoirienne de football vient de se qualifier pour les demi-finales de la CAN 2014. Après un match nul face à la Zambie, le Nigeria est également qualifié pour ces demi-finales. Anne-Marie Nguessan, Olivier Moussa. Elles y sont arrivées. Les éléphants dames se sont qualifiés pour les demi-finales de la CAN féminine 2014, malgré le nul concédé face à la Zambie lors de la 3e et dernière journée de phase de poule.
Un match difficile pour les Ivoiriennes qui avaient pourtant ouvert le score dès la 3e minute de jeu par Naï Estelle. Elles ne sauront pas garder cet avantage puisque les Zambiennes qui tenaient à sortir de cette compétition la tête haute égalisent à la 58e minute. Un but partout. Ce sera d'ailleurs le score final. Et la meilleure joueuse de cette rencontre n'est autre que Tia Inès. Je me sens heureuse d'être la meilleure joueuse de ce match parce que c'est vraiment un plaisir pour tout footballeur. Vraiment, je suis heureuse de ce match. Et aussi pour la qualification parce que c'est pour la première fois que l'équipe nationale féminine s'est qualifiée pour la demi-finale. La Côte d'Ivoire, avec une victoire, une défaite et un nul, engrange 4 points et est deuxième derrière le Nigeria qui a battu la Namibie 2-0 dans le groupe A. Les Ivoiriennes qui ont le triomphe modeste pensent déjà à se remettre au travail vu que l'adversaire en demi-finale s'appelle Cameroun. Sur le plan mental, nous allons leur apporter tout ce qu'il faut, tout le nécessaire. Au plan tactique également, nous allons aussi corriger certains aspects qui n'ont pas marché ce soir. Donc à tous les niveaux, au plan défensif également, nous allons apporter des corrections. Et je pense qu'en 4 jours, nous pourrons vraiment apporter une nette amélioration pour la demi-finale. La demi-finale de la CAN féminine 2014 qui opposera la Côte d'Ivoire au Cameroun se disputera ce mercredi 22 octobre à 18h GMT au stade national Sam Nujoma de Windhoek. Les lampions se sont éteints ce mercredi sur la finale d'Elite Model Look Côte d'Ivoire. En partenariat avec la RTI, ce concours est un casting qui regroupe 3 pays, le Congo-Brazzaville, la Côte d'Ivoire et le Sénégal. 13 jeunes filles ont compéti dans l'objectif d'avoir une place pour le casting international qui va avoir lieu le 2 décembre prochain. Et voilà qui met fin à ce 13h. Merci d'être resté avec nous. Excellent week-end à vous tous sur RTI1.